Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, le professeur Jérôme Pugin, médecin-chef aux soins intensifs au HUG. Bonjour Jérôme Pugin. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Aujourd'hui, le Conseil fédéral doit annoncer de nouvelles mesures. Déjà, est-ce que vous attendez quelque chose de ces mesures? Et si oui, qu'est-ce que vous en attendez? Alors, on en attend quelque chose, bien sûr. Je pense qu'on est dans une phase tellement ascensionnelle, exponentielle, voire explosive de développement du virus dans la communauté, que c'est au fond ces mesures-là qui sont des mesures qu'on espère fortes, qui peuvent infléchir la courbe. C'est pas les médecins au bout de course qui vont finalement pouvoir faire quoi que ce soit sur cette courbe-là. Sauf énorme surprise, la personne ne devrait pas annoncer un confinement ou un semi-confinement. Vous le regrettez? Alors, oui, on le regrette. Premièrement, je crois qu'il faut parler du confinement. C'est pas un gros mot. C'est quelque chose qui a marché dans la première vague. C'est quelque chose qui marche dans les épidémies en général. Quand on sépare les gens et ils se contaminent plus, quand ils restent chez eux. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. Après, je comprends aussi très très bien la pesée d'intérêt entre le socio-économique et la santé. C'est pas simple de prendre ces décisions. Ça a aussi des effets secondaires de confiner. Et il faut vraiment peser les risques liés au confinement par rapport aux bénéfices, notamment sur la protection du système de santé. C'est une parole forte que vous avez là, vous l'avez déjà prise il y a plusieurs jours. En donnant donc votre avis sur ce confinement, vous y êtes favorable. Sauf erreur, en mars, vous n'aviez pas pris une position aussi forte. Qu'est-ce qui a changé en ce mois d'octobre, alors que l'on est censé avoir appris ces gestes barrières, alors qu'on est censé mieux connaître ce virus, et pourtant, d'un avis externe et sans doute profane, on a l'impression que la situation est quasiment pire qu'en mars. Oui, alors je partage cette impression. On ne sait pas bien. Il faut tout à fait être honnête. On ne comprend pas exactement l'ampleur, la magnitude de cette vague, mais c'est une vague très importante. On en a tous les signes maintenant. On a le recul. Certainement qu'entre août et septembre, il y avait du virus qui s'est développé et qui s'est transmis dans des populations, plutôt des populations jeunes. Et il y a un effet seuil. Il y a un moment donné où c'est plus de virus qui grenouille comme ça, un peu à bas bruit. À un moment donné, ça part en flèche, et c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Parlons un instant de votre service, les soins intensifs qui sont aux premières loges, qui voient arriver ce flot de patients. Et parallèlement à cela, il y a aussi une autre problématique extrêmement grave, c'est ce taux d'absentéisme au sein de votre service. Est-ce que ça aussi, au-delà du nombre de patients qui augmente, est-ce que c'est pas aussi ça l'un des problèmes clés, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas suffisamment de patients actuellement pour cause de fatigue, pour cause de Covid, pour gérer cette vague-là? Alors ça, c'est un nouveau problème, et c'est un problème bien réel. C'est le manque de personnel maintenant, le personnel fatigué, le personnel malade. On a beaucoup de personnel maintenant qui a le Covid, à l'heure où je vous parle, ou le conjoint, ou les enfants. Il y a un autre phénomène, c'est celui des grossesses. Moi, j'ai beaucoup d'infirmières qui sont en âge de procréer. Peut-être c'est un effet du confinement, ça, alors... Attendez, je calcule dans ma tête si ça fait 9 mois. Alors, ça fait moins, mais je peux vous dire qu'on est pile poil dans la période du confinement pour ces grossesses. Alors, c'est toujours des bonnes nouvelles, les grossesses, bien sûr, mais c'est du personnel qui ne va pas être présent lorsqu'on en aura besoin pour prendre en charge ces malades. Donc oui, il y a un problème d'absence, il y a un problème, on a doublé notre absence ou absentéisme, suivant si on veut parler de ça, entre le mois de août et maintenant. Un mot de ce personnel, comment est-ce qu'il va? Parce que alors, nous qui ne sommes pas au front, on va continuer sur ce vocabulaire guerrier, mais on avoue qu'il y a une certaine fatigue mentale, on ne va pas se le cacher au sein de la population. Comment votre service, à vous, se sent-il? Alors je dirais qu'en termes de réserve physique, ils vont bien, parce qu'on a réussi à les préserver lors de la première vague avec des horaires qui leur permettaient de se ressourcer, de pas les épuiser en termes de fatigue physique. Par contre, je trouve qu'il y a une fatigue morale, psychologique qui est très importante. Les gens ont moins envie d'y aller, et je pense, comme toute la population, on commence vraiment à en avoir marre à tel point que ce virus nous
nous a bouleversé nos vies. Alors, mais les soignants de mon service, ils ont des vies personnelles aussi, et c'est pas simple dans leur vie personnelle, et de devoir aller travailler dans un service où on est confronté tous les jours à des malades qui ont ce virus, c'est pas simple non plus. Des soignants dont pour certains, ils ont l'impression d'avoir un peu moins le soutien de la population. Oui, alors il y a ça aussi. C'est clair que quand on est parti, la première vague, c'est un peu comme partir à la guerre, la fleur au fusil. On a souvent une dialectique martiale quand on parle de cette vague. On va au front, la fleur au fusil, et puis on a le soutien des populations, et on le voyait à 9h, les gens applaudissaient, on nous couvrait de nourriture, de pizza et de chocolat. Et puis maintenant, on voit que c'est plus la même chose. Il y a moins ce soutien, même si, je dirais à titre personnel, je reçois plein de messages d'encouragement. C'est plus un effet de masse dans la population. Vous lancez un appel là ce soir à la population, ce matin à la population? Oui, alors l'appel que je lance, c'est surtout, et je pense qu'ils en ont aussi marre d'entendre ça, mais l'appel, c'est surtout continuer avec les gestes barrières. Voilà, je sais que je prononce gestes barrières et ça va dégoûter une bonne partie de la population parce que on l'a tellement dit, mais finalement c'est la seule chose qui marche. C'est l'éloignement social, c'est de mettre un masque quand on est trop près. Et on voit encore dans les bars, dans les restaurants, des tablés sans vraie protection. Alors le virus, il va toucher ces tablés. C'est pas parce qu'on est assis que le virus il ne touche pas. Il ne touche pas que debout. Le virus, il touche assis aussi. Donc, c'est vraiment d'avoir cette responsabilité personnelle de dire je me protège, mais c'est surtout aussi pour protéger l'autre, et surtout alors si on a des contacts avec des personnes à risque, des personnes plus âgées ou des personnes qui ont des comorbidités autour d'elles. Pour terminer, je vais me permettre une question un peu politiquement incorrecte, mais est-ce que professionnellement c'est le moment le plus fort, voire peut-être le plus passionnant de votre carrière? C'est exactement ça. C'est en même temps passionnant, mais c'est le plus fatigant. Je pense que je fais partie, et certains membres de mon staff, des personnes qui n'ont pas encore complètement récupéré de la première vague sur le plan physique et psychologique. Ça a été vraiment une campagne, comme une campagne guerrière où on est ressorti affaibli. Moi, je prends souvent l'image de l'iPhone. C'est comme si j'avais l'iPhone à 13%. Voilà. Et comment on remonte cette énergie-là, c'est pas simple, parce que maintenant on nous redemande la même chose et on part avec un niveau d'énergie qui est plus bas. Merci beaucoup Jérôme Pugin, médecin-chef aux soins intensifs d'HUG. Puis je vais